Bonsoir à tous et toutes. Merci de participer à cette première assemblée de consultation publique virtuelle, que ce soit en différé ou en direct. C'est une grande première pour nous. Alors, on est en train de s'ajuster. On espère. Ça se peut qu'il y ait des petits problèmes aujourd'hui dans la diffusion, mais on se croise les doigts pour que tout se passe bien. Alors, comme vous le savez, depuis le début de la crise sanitaire, on a dû arrêter les différents processus de consultation publique pour des raisons évidentes. Toutefois, au mois de mai, un arrêté ministériel nous a permis de procéder à des consultations écrites. Mais on est conscient qu'aujourd'hui, notre présentation de cette modification réglementaire-là demande plus d'explications pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants. Alors, c'est la raison pour laquelle nous, on a décidé d'aller encore plus loin. On n'était pas obligé de passer, de vous présenter à travers cette rencontre virtuelle, mais on a décidé d'aller un petit peu plus loin puis de vous présenter tous les fins détails de cette modification réglementaire. Bien sûr, on a pris vos courriels, vos messages via le formulaire qu'on retrouvait sur notre site en ligne et on va continuer à prendre tous vos commentaires et vos questions. Si on n'a pas répondu aujourd'hui à toutes les questions qui vous traversent l'esprit depuis qu'on a présenté ce projet de règlement au mois de mars. Donc, vous aurez jusqu'au 25 juin pour nous faire parvenir, toujours à partir de la page sur les consultations publiques écrites, vous avez jusqu'au 25 juin pour nous faire parvenir vos questions et vos commentaires. Alors, voilà, c'est une première urbanistique pour l'ensemble de la Ville de Montréal, si je ne m'abuse, en guise de consultation publique. Alors, on est bien fiers de cette nouvelle étape-là, le plateau Mont-Royal, qui va toujours un petit peu plus loin et qui essaie de garder le contact qui est très, très précieux avec nos différents résidents. Alors, je vais me présenter. Je ne me suis pas présentée, je vais le faire tout de suite. Je m'appelle Marie Plourde, je suis conseillère d'arrondissement dans le district du Myland. Puis, j'ai aussi la chance de présider le CCU, qui est le Comité consultatif d'urbanisme. Et ce soir, je vais présider cette rencontre avec vous et cette présentation. Donc, cette assemblée, devrais-je dire. Alors, je vais juste faire un bref retour en arrière pour vous expliquer ce qui nous a amené à cette modification réglementaire qui vise à mieux encadrer l'usage des bâtiments résidentiels. Alors, ça fait plusieurs années que le parc locatif du plateau Mont-Royal s'effrite, que la mixité sociale est menacée par des évictions abusives qu'on appelle aussi les rénovictions. C'est ce qu'on voit beaucoup, c'est le mot qu'on entend beaucoup et on va un peu vous expliquer ce que c'est aussi à travers le processus ce soir. Donc, nombreux sont ceux et celles qui ont dû quitter leur logement et même le quartier parce que c'était pour eux impossible de s'y reloger parce que le prix après, il y avait des rénovations abusives et après le prix montait, doublait, parfois même triplait et c'était impossible pour eux de reprendre le loyer ou même de se reloger sur le plateau Montréal. Donc, on nous interpelle à ce sujet à presque tous les conseils d'arrondissement et ce sur l'ensemble, pour l'ensemble des quartiers centraux de la ville de Montréal. Donc, en novembre dernier, c'est un processus là, qui date qui évolue là, sur plusieurs mois, je dirais même plusieurs années. Alors, en novembre dernier, plusieurs arrondissements ont décidé de se pencher sur ce problème qui est criant. Alors, c'est pourquoi on a procédé de façon simultanée avec le Sud-Ouest, avec Rosemont-Petite-Patrie, avec Ville-Marie, à une première lecture du règlement en conseil extraordinaire le 19 mars. Ce qui coïncidait malheureusement avec le début de la crise sanitaire, dont on ne connaissait pas encore l'ampleur. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on nous disait encore, les enfants vont recommencer l'école dans 2 semaines. Il n'y avait rien qui s'enlignait vers l'énorme crise qu'on a vécue et qu'on vit toujours d'ailleurs. Alors, loin de nous, l'idée de vouloir agir en catimini, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le fruit d'un long travail de plusieurs mois qui n'est pas encore abouti. Aujourd'hui, on vient vous voir, on vient vous entendre, on vient lire vos commentaires, on vient lire vos questionnements et le processus donc se poursuit. Alors, on va ce soir un petit peu vous donner l'idée de comment ça va se passer. On va présenter le règlement et on va répondre aux questions qui nous ont été posées via le formulaire. Elles sont nombreuses, d'ailleurs, ces questions-là, plus d'une 50aine jusqu'à maintenant. Donc, ça prouve que vous avez un bon intérêt pour ce qui se passe dans l'arrondissement et on l'apprécie énormément. Mais il y a beaucoup de questions qui se recoupent, il y a beaucoup de sujets qui se recoupent aussi. Donc, ça se peut qu'on en regroupe quelques-uns pour éviter quelques redites. Une dernière précision, j'aimerais que vous sachiez aussi, c'est sûr qu'il y a plein de cas personnels, puis on le comprend, puis on est tout à fait d'accord qu'on ne peut pas
ça ne peut pas englober tous les cas. Mais on a essayé de se baser, on s'est basé sur l'ensemble des bâtiments du plateau Mont-Royal pour en arriver à cette modification-là, cette modification réglementaire. Et pour tout cas particulier, il y a toujours des moyens particuliers pour y arriver avec un processus qui s'appelle le PPC-MOI, qui est le processus de projet particulier. Alors, voilà, je pense que ça met un petit peu la table. Maintenant, j'aimerais vous présenter les gens qui vont nous accompagner pendant cette soirée. C'est des gens qui ont travaillé très, très fort, un peu plus dans l'ombre, mais qui sont très vigilants et qui essaient vraiment de voir tous les angles morts de cette proposition réglementaire. Alors, je veux vous présenter, sans plus tarder, je cède la parole à Gisèle. Voilà. Bonsoir, Gisèle Bourdin. Je suis chef de division à l'urbanisme, patrimoine et services aux entreprises au plateau Mont-Royal. Merci. Simon. Bonjour, Simon Lemieux, responsable du dossier du projet de règlement qu'on va vous présenter ce soir. Je vais également avoir la chance par la suite d'aiguiller nos élus dans la prise de décision avec les questions qui ont été déposées, probablement également répondre aux questions particulières qui nous ont été déposées via le formulaire. Donc, ce sera mon mandat dans les prochaines semaines. Merci. Merci. Geneviève? Geneviève n'est pas là. Oh, Geneviève n'est pas là. Simon? L'autre Simon? Simon n'est pas là non plus. Bon, d'accord. Alors, sachez que dans l'ombre, il y a des gens qui vont, des gens des communications qui vont travailler, qui vont essayer aussi de répondre à plusieurs des questions qui nous sont posées, que ce soit aussi parce qu'on a vu les questions sont rentrées également sur la page Facebook, sur le site. Alors, on est vraiment plusieurs là, à travailler sur ce projet de règlement. Alors, ben là, c'est à Simon. Sans plus tarder, je te cède la parole pour la présentation. Parfait. J'essaie de lancer la présentation, le partage d'écran. Souhaitons que tout va bien se dérouler. On l'essaie. On va voir si ça fonctionne. Sans anicroche, je crois qu'on y est. Oui. Donc, laissez-moi juste modifier la présentation ici, puisque je me vois en triple pour l'instant. Donc, ce soir, la présentation que je vous fais, c'est la même présentation que vous retrouvez sur le site Internet depuis le 10 juin. C'est donc dire que c'est une présentation qui est principalement basée pour être lue à partir de la maison. Bien entendu, la présentation que je fais aujourd'hui va avoir une valeur ajoutée parce que je vais essayer de donner le maximum d'informations complémentaires qui vont vous permettre de comprendre le contexte, mais aussi chacune des dispositions réglementaires. J'ai lu l'ensemble, ou du moins les questions qui ont été déposées peut-être avant 5h30 aujourd'hui via le formulaire, et je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure de la présentation en insérant des informations complémentaires qui vont vous aider ou qui vont vous aiguiller là, dans la compréhension du projet de règlement. Donc, sans plus tarder, Marie a déjà fait une petite introduction sur le mandat, mais je le reprends à mon tour juste pour bien vous faire comprendre dans quel contexte on a travaillé. Donc, pourquoi on est intervenu pour encadrer l'usage des bâtiments résidentiels? Parce qu'on sait, tout d'abord, que nos élus sont très sensibles aux questions de protection des locataires et de l'abordabilité des logements. Donc, lorsqu'ils ont compris, ou lorsqu'il nous a été mentionné à plusieurs reprises que le Code civil, il y avait des dispositions qui permettaient simplement d'évincer, d'expulser des locataires pour lesquels ils ne commettaient pas de faute, c'est-à-dire que dans le fond, ils payaient leur loyer, ils entretenaient bien leur logement, mais il y avait des possibilités en vertu du Code civil de les expulser. Ils nous ont demandé qu'est-ce que vous pouvez faire dans la division de l'urbanisme pour contrer ces situations-là. On comprend qu'il y a une bataille importante qui devrait être menée à Québec pour encadrer ces situations-là avec la Régie du logement, avec les pouvoirs habilitants, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, dans votre pratique courante, rapidement également. Donc, c'est là qu'on s'est penché sur les dispositions du Code civil pour voir qu'est-ce qui était possible de faire. Bien entendu, on est encadré par des pouvoirs habilitants, la Charte de la Ville de Montréal, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui encadre où on peut intervenir, qui est quand même assez limité. Mais si je peux vous expliquer un peu le processus qui est utilisé, ce qui est un peu drôle à faire ici, là, je vous explique un peu comment les locataires sont expulsés. Il y a deux façons, en vertu du Code civil, d'expulser un locataire qui n'aurait pas commis de faute. Il y a tout d'abord la reprise du logement.
Donc, c'est une procédure assez simple où lorsqu'on achète un bâtiment ou lorsqu'on est propriétaire, on peut le reprendre pour se loger soi-même ou loger un membre de la famille directe, donc dire un enfant ou un parent. Bien entendu, on ne peut pas y relocaliser un cousin, un beau-frère ou quelque chose comme ça. C'est donc dire que c'est un pouvoir quand même qui est assez limité. De l'autre côté, il y a l'éviction. Lorsqu'on vient agrandir substantiellement le bâtiment ou le subdiviser ou en changer sa vocation. C'est dans ce créneau-là qu'on appelle la rénoviction. Pour ce dernier point-là, le changement d'usage, je crois qu'on a fait un assez bon travail dans les dernières années pour venir redéfinir les usages autorisés sur le territoire. C'est donc dire qu'on est venu sur les artères commerciales définir où on était prêt à avoir du commercial et où on était prêt à avoir des activités résidentielles. Même chose dans nos artères ou dans nos rues résidentielles, dans les secteurs résidentiels, on est venu dire, bon, bien, sur le coin, on est prêt à avoir un commerce au niveau du rez-de-chaussée, mais partout ailleurs, on veut avoir l'habitation. Donc, ce volet-là est assez bien couvert. C'est plutôt au niveau de l'agrandissement et au niveau de la subdivision, donc au niveau du changement de volume, où on a réalisé qu'on avait peut-être une faiblesse. C'est simple de venir chercher une demande de permis à nos bureaux, de réaliser les travaux ou non, mais avec ça, on a vu qu'à la Régie du logement, dans la forte majorité des cas, il était possible ou il était même facile d'obtenir l'expulsion du locataire. Et là, après ça, bonne chance pour le locataire d'aller voir si les travaux ont été réalisés ou non et de prouver la bonne foi ou la mauvaise foi du propriétaire. Voilà un peu pour le mandat. Le portrait. Le portrait de cette rénoviction-là est pratiquement impossible à établir puisque ça se fait via des ententes particulières, donc entre un propriétaire, entre un locataire. Et donc, souvent, c'est accompagné d'une compensation monétaire qui est obligatoire, mais cette compensation monétaire-là est assez faible compte tenu que, comme Marie le disait, le locataire doit se relocaliser, souvent pas dans l'arrondissement et souvent à plus fort coût que le loyer qu'il payait actuellement. Mais quand même, on peut aller voir ce qui a été fait au niveau du comité de logement du plateau qui est chargé, dont la mission est d'accompagner les locataires, entre autres ceux qui se font évincer. Donc, on est allé chercher quelques chiffres. Bien sûr, ça représente uniquement la pointe de l'iceberg puisque, comme je le disais, la plupart des cas se font via des ententes privées. Mais quand même, depuis 2010, le comité de logement du plateau Montréal a accompagné 400 locataires qui étaient victimes d'expulsion. Dans ces cas-là, une centaine à peu près étaient liées à des rénovictions, mais 50% de ces situations-là sont apparues dans la dernière année. On voit donc qu'il y a une forte tendance là, à utiliser cet outil-là pour évincer des locataires. Comme on le sait aussi, pour fusionner, faire des modifications à un bâtiment, un permis est nécessaire. Donc, on est allé voir aussi les permis qui étaient nécessaires pour réduire le nombre d'unités de logement. On a constaté qu'on avait perdu 144 unités de logement en 2019 uniquement, principalement via des maisons de chambre qui ont été transformées, des duplex qui ont été transformés en cottage, on en a 31 dans ce cas-ci. On a aussi des triplex qui ont été transformés vers des duplex, on en a 9. Et des fusions de logements. Dans ce cas-ci, on en a 19 projets, donc 19 bâtiments où on a perdu 35 logements. Dans certains cas, on avait un projet dans un bâtiment de plus grand gabarit où est-ce qu'on a venu fusionner 2 fois 2 suites ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a 35 logements de perdus. Bien entendu, cette perte de logement-là est compensée par des projets de construction ou des projets de transformation de bâtiments. En 2019, on en a eu, on en a eu près de 290 nouvelles unités de logement qui ont été construites sur le territoire. C'est quand même important. C'est quand même une année aussi assez importante puisque la construction a été boostée par 2 projets là, assez importants qu'on a rarement sur le plateau. Un projet de 90 unités, un projet de 60 unités. Donc, c'est des situations assez particulières. Une autre transformation qui a été assez importante en 2019, c'est tout ce qui était de transformation de commercial vers des activités résidentielles. On en a eu 70 en 2019, donc l'année dernière. On le sait, le commerce se porte mal. Donc, il y a eu beaucoup de transformations vers du résidentiel. Pourquoi c'est dramatique de perdre des logements? On le sait, on se dirige tout droit. Tous les indicateurs nous montrent qu'on se dirige vers une crise du logement. Le taux d'inoccupation est à son plus bas en 15 ans. On parle de 1,6 % pour Montréal. Le 1er juillet arrive, la Ville de Montréal a monté un service d'urgence pour accompagner les gens qui seront sans logement
au 1er juillet, ils s'attendent à accueillir peut-être ou à devoir héberger temporairement 200 personnes, ce qui serait 4 fois plus important que l'année passée. C'est sûr que le contexte du COVID n'aide pas parce que, bien entendu, les visites de logement ont été plus difficiles, des décisions à la régie ont été retardées, mais aussi plusieurs personnes ont perdu leur emploi et donc n'ont peut-être pas les capacités financières d'avoir un nouveau logement qui est beaucoup plus dispendieux. On sait aussi qu'il y a une hausse significative du prix des propriétés. On parle de 16,7 au rôle d'évaluation, au dernier rôle d'évaluation, ce qui est quand même assez important. On a aussi de moins en moins de logements parce qu'on a une conversion des logements vers des condos. C'est le fun. Plus de gens accèdent à la propriété, mais pour les gens qui sont à la recherche de propriété, il y a plus de 25 des logements qui font aujourd'hui partie d'une copropriété, alors que, il y a 20 ans, ce mode de tenure-là n'existait pratiquement pas au Québec. Il y a également tout le phénomène Airbnb qui s'est développé dans les dernières années. On parle de 3100 logements là, qui étaient avant COVID disponibles là, à une clientèle de passage. C'est sûr que c'est des logements qui ne sont plus mis sur le marché locatif, ce qui fait quand même une perte très importante. Souhaitons-le qu'avec le COVID, il y en a plusieurs de ces logements-là qui vont revenir sur le marché locatif. Donc, ça nous amène maintenant, là, une fois qu'on a mieux compris le phénomène, où on en était, à amener des modifications réglementaires à notre règlement d'urbanisme. En donnant ces objectifs-là, tout d'abord, limiter la perte de logement, préserver une mixité socio-économique, également prévenir l'itinérance et permettre à des personnes d'en sortir. Donc, c'est principalement un point là, qui est lié aux maisons de chambre qu'on a constaté qu'il y avait une réelle problématique ou une réelle nécessité d'intervenir dans ce dossier-là. Donc, on a quand même défini un principe général là, qui était le plus important, c'était d'interdire les travaux qui ont pour objectif de réduire la superficie de logement ou de le supprimer. Donc, on voulait vraiment maintenir nos logements sur le plateau. Le premier article du règlement, c'est des définitions. On vient en modifier 3. Tout d'abord, puis là, l'objectif n'est pas de lire chacune des définitions avec vous. Le format était plus pour vous à la maison, pouvoir vous y référer. Donc, c'est une définition d'un bâtiment de logement social et communautaire. Bien entendu, ces bâtiments-là, c'est des bâtiments sur lesquels on valorise beaucoup ou que nos élus veulent voir se développer majoritairement sur notre territoire puisqu'on a quand même un déficit. Donc, on est venu les exclure systématiquement des mesures qu'on est venu mettre. Si on fait un bâtiment de logement socio-communautaire, on peut réduire ou augmenter le nombre d'unités de logement dans un bâtiment sans problème. Cette définition-là est tirée du règlement sur les frais de parc qui, lui aussi, prévoit qu'il n'y aura pas de frais de parc d'exiger pour des bâtiments de logements sociaux communautaires. Par la suite, on est venu redéfinir ou modifier la définition d'espace habitable. C'est donc une définition qui existait déjà. On est venu la préciser pour bien comprendre quelles étaient les pièces qui sont habitables. Par la suite, maison de chambre, une définition encore une fois qui existait, mais qu'on est venu préciser parce qu'en discutant de qu'est-ce qu'était une maison de chambre, on a compris qu'il y avait une méconnaissance des maisons de chambre et une mauvaise compréhension de comment on occupait une maison de chambre. Donc, on est venu fusionner notre définition actuelle de maison de chambre avec la définition de chambre de maison de chambre qui était dans le règlement sur la salubrité et la sécurité dans les logements, donc le règlement 03096. Ça nous permet de mieux préciser qu'est-ce qu'une maison de chambre et quelle situation on essaie de protéger. On arrive maintenant dans le vif du sujet. Le premier article, l'article 2, dans le fond, qui est modifié, qui nous dit que lorsqu'un bâtiment comprend uniquement un logement, la superficie de plancher de ce bâtiment-là ne doit pas excéder 200 mètres carrés. On a reçu plusieurs questions à ce sujet-là en nous disant, bien, dans le nouveau contexte COVID, on travaille à la maison. 200 mètres, c'est insuffisant. J'ai 2, j'ai 3, j'ai 4 enfants, une famille reconstituée. Parfois, on est 6 dans la maison. 200 mètres, c'est insuffisant. On a eu beaucoup de ces questions-là. C'est une nouvelle réalité qu'on doit apprendre à travailler, mais notre 200 mètres carrés n'est pas sorti de nulle part. On l'a quand même travaillé. Lorsqu'on regarde la littérature, un logement famille, donc un logement pour 5 personnes, habituellement, dans le fond, un minimum de 95 mètres carrés. C'est un premier élément qu'on a pris en considération. Avec 200 mètres carrés, on doublait cette limite minimum-là. Par la suite, on est venu quand même analyser notre cadre bâti typique du plateau Mont-Royal. On sait que le duplex a souvent une forme rectangulaire très standard sur 2 étages.
les étages faisaient entre 60 et 85 mètres carrés en moyenne. Donc, dire qu'on pouvait occuper facilement l'ensemble du duplex. Lorsqu'on a une forme en L qui est un petit peu moins typique sur les duplex, plus typique sur les triplex, on va entre 80 et 100 mètres carrés. Donc, dans tous ces cas-là, on permettait efficacement d'avoir une résidence confortable de 200 mètres carrés dans ces bâtiments-là. On jugeait que c'était suffisant. C'est important de mentionner que ce 200 mètres carrés-là est applicable uniquement pour les bâtiments où est-ce qu'on a des unifamiliales. C'est donc dire que si on garde une unité de logement dans le bâtiment, on peut aller à 250, 300 mètres carrés sans problème. C'est uniquement lorsqu'on crée un bâtiment unifamilial. On a mis cette disposition-là uniquement pour les bâtiments unifamiliales parce qu'on avait des problèmes avec nos pouvoirs habilitants. On ne pouvait pas l'appliquer au niveau des bâtiments duplex, triplex, parce qu'on peut uniquement légiférer la superficie du bâtiment en entier. Cette superficie de plancher-là, on a eu des questions aussi, comment on la calculait. On la calcule comme on la calcule pour la densité ou pour le taux d'implantation ou pour le calcul d'une mezzanine, en calculant à partir de la superficie des murs extérieurs. C'est donc dire qu'on prend l'épaisseur des murs dans le calcul de la superficie de plancher. Donc, ce n'est pas nécessairement une superficie de plancher habitable qu'on calcule, mais c'est vraiment comme ça que dans le règlement d'urbanisme, on calcule une superficie de plancher. Pour ce 200 mètres carrés-là, on a fait une autre étude. On est allé voir aussi les demandes de permis depuis 2019. Là, on parlait tantôt des 31 transformations de duplex en cottage. On est allé les analyser dans le détail pour mieux comprendre quelle superficie il y avait. On sait que 53% des demandes de permis avaient déjà une superficie inférieure à 200 mètres carrés. Donc, dans plus de la moitié des cas, on avait déjà moins de 200 mètres carrés. Dans les autres cas, 70% des cas qui sont dérogatoires, on avait déjà soit un autre niveau de plancher qui avait été ajouté. Donc, au niveau par étage, on était conforme si on avait uniquement 2 niveaux, mais on a 3 niveaux de plancher dans un bâtiment. Soit qu'on est allé chercher le sous-sol, soit qu'on a un 3e étage, des fois même, on a même une mezzanine en plus. Donc, dans 70% des cas, c'est la raison qui fait qu'on est dérogatoire. Les 4 autres cas, c'est des situations où est-ce qu'on était des implantations atypiques. Certains bâtiments allaient jusqu'à 145 mètres carrés d'implantation par niveau de plancher. Donc, c'est des bâtiments un peu atypiques, des fois, avec le garage attaché ou des choses comme ça, qui faisaient qu'on était dérogatoire aux 200 mètres carrés. Dans l'article 2 également, on avait un autre article clé du projet de règlement qui vise, lui, à interdire la réduction du nombre de logements existants dans un bâtiment. Donc, l'interdiction de fusionner 2 unités. Bien entendu, on impose quand même certaines exceptions là, à cette norme générale-là, cette 2e norme importante-là. On vient permettre de réduire d'une unité de logement dans un duplex ou un triplex. Donc, on permet encore de faire des cottages sur le plateau, bien entendu, avec les 200 mètres carrés, ou de passer d'un triplex à un duplex. Bien entendu, on avait une modification là, ou une exemption qui existait déjà, que si on avait une mezzanine, on ne pouvait pas faire une unifamiliale, donc on vient juste la reporter à cet endroit-là, et on va voir au prochain article qu'on l'a supprimée ici, puisqu'elle a été ramenée à l'article 135. Notre 3e disposition clé, c'est l'interdiction de diviser ou de subdiviser un logement. On a beaucoup d'informations. Le libellé de l'article est quand même assez long dans ce cas-ci, mais les prochaines diapositives l'expliquent, donc j'y passe dès maintenant. Il y a tout d'abord cette situation-là qu'on essaie d'éviter avec le projet de règlement. C'est donc de retirer une portion d'un logement pour agrandir un logement adjacent. On prend la situation classique, la situation 1 ici, où on avait un logement par étage, et on veut aller chercher une portion du 2e étage pour répondre à ses besoins. Cette transformation-là est assez facile à faire, donc cadre vraiment avec le principe de la rénoviction. On fait donc l'interdire dans notre projet de règlement. On veut maintenir un logement par étage dans la forme qui est proposée. Et le 2e élément que ça interdit également, c'est donc on a un grand logement sur un niveau de plancher, l'exemple numéro 2, donc un logement de 152 mètres carrés, 4 chambres à coucher. Le propriétaire nous avait proposé dans le passé, en 2019, de le fusionner ou plutôt le diviser ou le subdiviser en 2 logements. Ça fait donc un logement de 56 mètres carrés, une chambre, et un logement de 89 mètres carrés, 2 chambres. Donc, c'est donc un élément qu'on essaie d'éviter.
Bien entendu, encore une fois, on a certaines exceptions pour permettre certaines subdivisions de logements dans certains cas. Le premier cas, c'est lorsqu'on ne touche pas un espace là, habitable, donc un espace complémentaire à un logement. Donc, soit qu'on a un garage attaché à la propriété, un sous-sol non excavé. Bien, c'est sûr qu'on veut permettre à un propriétaire de valoriser cet espace-là qui est inutilisé ou qui a faible valeur ajoutée. Donc, pour le transformer, pour le faire un logement à cet endroit-là, c'est donc dire que dans l'exemple 1 ici, on pourrait faire un logement dans le garage. La deuxième situation, qui avait un libellé très complexe, mais qui est en fond une situation assez simple, c'est donc lorsqu'on a un triplex qui a été transformé en duplex dans le temps, on peut revenir à un triplex dans la mesure où on reprend l'emplacement et le nombre de logements. Donc ça, c'est l'exemple 2 qu'on a ici. Exemple au milieu, ma souris ne fonctionne pas. Je ne sais pas si chez vous elle fonctionne, mais peu importe. L'exemple 2 nous montre un bâtiment où est-ce que dans le passé, on a fusionné le deuxième et le troisième étage simplement en ouvrant l'ouverture là, tout près de l'escalier, là, comme on l'a fait dans plusieurs bâtiments du plateau. C'est un percement qui se fait très simplement. Donc, dans ce cas-ci, on permet de retrouver la typologie architecturale d'origine en faisant un logement par étage. Le dernier exemple que je vous montre, c'est ce fameux multiplex, qui est dans le fond un triplex à côté d'un cinqplex, et dans ce cas-ci un huitplex parce qu'il est construit sur le même terrain. Dans ce cas-ci, ce qu'on dit, c'est que tu peux resubdiviser une suite qui aurait été fusionnée dans le passé, dans la mesure où on reste dans une typologie en plex. Le dernier élément, la dernière disposition qui est importante dans le projet de règlement, c'est l'interdiction de transformer une maison de chambre vers un autre usage de la famille habitation. On sait, le parc de maisons de chambre est fragilisé depuis plusieurs années dans les quartiers centraux. C'est un déclin continuel. Bien entendu, la force du marché immobilier, comme je l'ai dit dans le passé, fait qu'on supprime ces maisons de chambre-là qui ont un déficit d'entretien important et on les transforme en condos. On l'a vu dans le passé, on a perdu 32 unités de maisons de chambre pour en faire 9 condos. C'est une perte importante. On sait que ces gens-là qui habitent dans les maisons de chambre sont fragiles, sont des personnes qui sont fragilisées. C'est donc dire qu'on veut maintenir les maisons de chambre et d'éviter d'avoir à les socialiser à chaque fois. C'est donc dire que le gouvernement, la ville ou un organisme communautaire doivent acheter un bâtiment pour maintenir ces maisons de chambre-là. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on veut les conserver et en conserver une portion dans le marché privé également. Je finis en vous parlant du calendrier d'approbation, qui est un peu particulier dans ce cas-ci, puisque, bien entendu, comme Marie le disait, on est dans un contexte d'un arrêté ministériel qui vient redéfinir nos pratiques. Bien entendu, le projet de règlement qu'on a travaillé depuis le début a passé par les étapes standards. C'est donc dire qu'il y a eu une présentation au comité consultatif d'urbanisme, on a obtenu un avis favorable. On a par la suite déposé un avis de motion qui est venu geler le portrait du territoire pendant le processus d'adoption. On a adopté également le premier projet de règlement dans la séance extraordinaire du 19 mars, comme on l'a dit précédemment. On doit tenir une consultation publique écrite, c'est maintenant ça l'obligation, plutôt que tenir une consultation publique physique comme on le fait depuis le début. Donc, cette consultation-là, comme on le sait, est du 10 au 25, donc une durée de 15 jours. À l'issue de ça, on pourra prendre l'ensemble des questions, y répondre et diriger l'information vers les élus pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée. On est aujourd'hui à l'Assemblée publique virtuelle, comme Marie le disait précédemment. C'est un petit bonus qu'on a décidé de faire pour bien présenter notre projet de règlement parce qu'on sait que ça soulève plusieurs questions. Pour l'adoption du deuxième projet, normalement, elle se ferait au prochain conseil, qui est le 6 juillet. Dans le contexte qu'on est là, compte tenu du nombre de questions qu'on reçoit, c'est sûr que ça va être reporté à une séance ultérieure pour qu'on puisse prendre en délibéré chacune des questions, les analyser et voir comment on doit réagir ou comment on doit adapter le projet de règlement. Est-ce que c'est nécessaire aussi d'adapter le projet de règlement? C'est donc dire que cette prochaine étape-là est à déterminer. Par la suite, il y aura une période pour les demandes d'approbation référendaire, comme c'est le cas dans tous les projets où il y a des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Et là, j'ai une diapositive là, spécifiquement sur cette question-là, ce qui va nous permettre par la suite d'adopter le projet de règlement si tout est conforme. Donc, l'approbation référendaire, un petit peu particulier encore une fois, compte tenu du contexte COVID où les rassemblements sont interdits. Comme je le disais,
Habituellement, on fait du présentiel, donc les gens doivent se déplacer. Donc, ça reste quand même un processus d'approbation référendaire en 3 étapes. La première étape demeure la demande d'ouverture d'un registre. Habituellement, il faut déposer des pétitions à nos bureaux. Dans ce cas-ci, elle est transformée un peu vers des envois courriels aux greffiers individuels qui nous permettent de dire, bon, ben moi, je m'oppose à telle disposition du projet de règlement. Par la suite, il y a une demande d'ouverture, il y a un registre. Habituellement, le registre est physique. Donc, on doit se déplacer une journée pour signer le registre. On ne le sait pas exactement lorsqu'on va être rendu là, s'il y a des demandes de registre, comment on devra le tenir. On devra se fier à l'arrêté ministériel qui sera en vigueur à ce moment-là. Est-ce que ça sera physique? Est-ce que ça sera virtuel? On le verra à ce moment-là. Et par la suite, il y a donc un référendum s'il y a eu suffisamment de signatures du registre. Le référendum est comme on le fait à 2 reprises pour le oui ou le non. C'est donc un vote, oui ou non, est-ce qu'on est en faveur des dispositions. Maintenant, quelles dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire? Il y en a 4. On ne peut pas s'opposer aux définitions, là, au libellé des définitions. Par contre, on peut s'opposer à la superficie de plancher maximale d'un bâtiment, par exemple, à l'interdiction de réduire le nombre de logements dans un bâtiment et ses exceptions. Quelqu'un pourrait par exemple dire moi, je suis d'accord à ce qu'on réduise d'une unité de logement dans un duplex, mais pas dans un triplex. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, il faut bien mentionner la disposition à laquelle on s'oppose. L'interdiction de diviser ou de subdiviser un logement ainsi que ses exceptions font aussi partie des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Et le dernier élément, c'est l'interdiction de remplacer une maison de chambre par un autre usage de la famille habitation et les exceptions. L'exception dans ce cas-ci est uniquement le bâtiment de logement social et communautaire. Donc, pour être valide une demande d'approbation référendaire, là, qui doit ou qui peut s'opposer à un projet de règlement comme celui-là ou à des dispositions d'un projet de règlement, c'est un résident, un propriétaire d'immeuble ou un occupant, donc un commerçant de l'arrondissement, dans un secteur ou dans une zone qui est visée par le projet de règlement. Elle doit être reçue à l'arrondissement au plus tard le 8e jour suivant l'avis annonçant la possibilité d'approbation référendaire, donc suite à l'adoption avec ou sans changement du projet de règlement. Il va y avoir un avis public qui va vous donner tous les détails et qui va vous dire jusqu'à quelle date vous avez pour vous opposer ou demander la signature d'un registre. Le dernier élément, c'est combien de signatures doivent être reçues pour tenir un registre. On est à 12 personnes d'une même zone pour qu'on tienne un registre. Si la zone aurait moins de 25 personnes, ce n'est probablement pas le cas sur le plateau Montréal, il faut avoir plus de la moitié des gens qui auraient fait une demande de registre. Si on a 500 personnes dans la zone, on a uniquement besoin de 12 personnes. C'est le principe général là, qui nous a été posé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Pour l'approbation référendaire, de mon côté, là, ça fait maintenant le tour là, de la présentation. Je te relance la parole, Marie, peut-être? Oui, merci beaucoup. Sachez qu'on est très, très conscient que ça fait beaucoup de choses à digérer. C'est la raison pour laquelle le processus de questions et de commentaires n'est pas terminé. Je vous rappelle qu'on en a on va recevoir vos questions via le formulaire jusqu'au 25 juin. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup, Simon. C'est toujours beaucoup plus clair avec les explications et les exemples comme ça. Donc, maintenant, comme je vous l'ai mentionné en début de consultation, d'assemblée, devrais-je dire, on a reçu plus de 50 courriels et je vais céder la parole à Mme Gisèle Bourdage pour la lecture de ces courriels et de ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre pendant l'assemblée. À toi, Gisèle. Merci. Alors, effectivement, on a reçu plus de 55 commentaires et questions, dont la majorité cet après-midi, la très grande majorité. Alors, oui, on avait comme intention de présenter ces questions-là ou commentaires un à un, mais vous aurez compris que c'est impossible et on n'a pas eu le temps de se préparer pour documenter chacune de ces questions-là. Ce que je peux vous mentionner, c'est qu'il y a plusieurs commentaires ou questions qui reviennent, notamment sur les éléments de la limitation du 200 mètres carrés. Simon en a parlé dans sa présentation. Pour une résidence unifamiliale particulièrement, la distinction entre la conversion et l'agrandissement d'un logement, l'exclusion
de la superficie pour le sous-sol lorsqu'on agrandit en sous-sol et également la possibilité d'avoir des logements additionnels pour les membres de sa famille, le multigénérationnel. On peut quand même vous dire qu'il y a plusieurs organismes et citoyens qui nous ont indiqué qu'ils étaient favorables à ces modifications réglementaires-là, qui visent, encore une fois, à mieux encadrer les transformations du parc locatif et pour protéger les locataires d'évictions abusées. Toutefois, plusieurs citoyens nous ont également souligné leur désaccord de ne pas permettre un agrandissement lorsque celui-ci n'entraîne pas de suppression de logements. C'est un élément qui est revenu à maintes reprises. Par exemple, si j'agrandis mon unifamilial à même le sous-sol, ou pourquoi ce n'est pas possible. Ils nous demandent donc d'inclure justement, la plupart, d'exclure le sous-sol de la superficie maximale qui a été déterminée à 200 mètres carrés, puisque, selon eux, il y a peu d'impact sur le milieu et ça permet également de maintenir les espaces verts, les jardins des citoyens. On est sensible, vous comprenez que nous sommes sensibles à plusieurs de ces éléments-là. On va continuer à prendre connaissance à chaque jour de vos questions, de vos commentaires. Notre travail, ça va être de cumuler tout ça, de les analyser, de soumettre aux élus un rapport complet à la fin de la période de consultation pour leur aider à prendre des décisions sur le second projet de règlement qui comportera certaines modifications si les élus jugent appropriées. Enfin, vous mentionnez qu'on va poursuivre la mise à jour du site avec les questions-réponses, les réponses aux questions fréquemment posées, s'il y a des questions qu'on juge qui sont récurrentes et qui ne sont pas répondues dans le site. Et pour toutes les questions plus privées, en fait de nature plus particulière, là, pour les cas précis, chaque demandeur, chaque citoyen qui a une question seront répondus à la fin de la période de consultation. Alors, ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, est-ce qu'on y va? Attendez un peu. Est-ce qu'on y va avec, on a résumé plusieurs des sujets là, qui ont été abordés. Est-ce qu'on lit quelques courriels, Madame Bourdage? Non, je pense que ça ne sera pas pertinent. J'ai tenté de résumer du mieux que j'ai pu là, les éléments qui étaient récurrents là, et on les connaissait. Déjà, Simon avait présenté la plupart de ceux-là. On va, encore une fois, l'exercice n'est pas terminé. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'on est à l'écoute. On va prendre en considération l'ensemble des commentaires et seront présentés aux élus pour qu'ils puissent bien poursuivre la démarche pour l'adoption du second projet de règlement. Il y aura, en fait, comme on l'a mentionné, qui ne sera pas en juillet parce qu'il y a trop de commentaires. Alors, ça ira au mois d'août ou au mois de septembre, dépendamment de la possibilité de maintenir ou non une réunion, une séance du conseil d'arrondissement. D'accord. Alors, c'est ça. C'est comme l'a mentionné Mme Bourdage, il n'y a pas question de se dépêcher, de faire quelque chose, de foncer rapidement. On veut vraiment lire tous vos commentaires et nous permettre de poursuivre cette réflexion-là du côté des élus pour voir quelle sera la meilleure façon d'avancer et d'arriver au but que que nous visons d'ailleurs, qui est de protéger le parc locatif et la belle mixité sociale qui fait la richesse du plateau Mont-Royal. Alors voilà, c'est déjà tout pour la présentation d'aujourd'hui. Il y aura, encore une fois, on vous le rappelle, c'est important, les questions sont encore, les questions et les commentaires que vous pourrez nous les faire parvenir jusqu'au 25 juin et on va y répondre, comme vous l'avez mentionné, Mme Bourdage, toutes les questions que nous allons recevoir auront des réponses. Alors, on vous tient au courant d'ici ce temps-là. Vous pouvez toujours, je vous invite toujours à vous abonner à l'infolettre du Plateau Mont-Royal qui est pleine d'informations, qui va aussi vous donner les prochaines étapes. Vous allez mieux connaître les prochaines étapes. Aussi sur la page Facebook, on vous donne aussi toutes les informations des différents processus réglementaires et il y a d'autres projets aussi sur notre page qui sont sur notre page
web, sur notre site, qui se prêtent aussi à certaines consultations écrites. Alors, je vous invite à aller faire un tour et à vérifier, là, à voir les différents projets qui sont soumis. Alors, sur ce, merci beaucoup à WebCoop TV. Merci beaucoup à tous les gens qui ont travaillé derrière cette première mise en onde, qui n'était pas tout à fait parfaite, mais qui a fait le travail, qui était de vous livrer, de vous présenter de vive voix ce projet qui mérite, à notre avis, beaucoup de considération et qui méritait ces détails qu'on vous a livrés ce soir. Alors, merci encore à tout le monde. Merci Gisèle, merci Simon, merci à vous qui nous regardez encore une fois, soit en direct ou en différé. Merci aussi à toute l'équipe du Plateau Mont-Royal qui travaille toujours très, très fort. Alors, au revoir tout le monde. Merci.